Bonjour, salam alaikum, Azul, Aslama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ. Si vous avez loupé la première partie, pas de panique, je la mettrai quelque part au-dessus de ma tête. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait 10 ans que je voyage partout autour du monde et 7 ans que je propose du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Donc le but est simple, armé de ma caméra, de mon sac à dos et de ma bonne humeur, je sillonne notre planète afin de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux endroits, bref, tout ce qui fait la beauté et le charme du voyage, de nouvelles foods aussi. Et je vous partage ensuite mes aventures en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous découvrez un petit peu cette chaîne par pur hasard, vous tombez là sur cette vidéo, vous dites mais qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il a fait avant? Je vous invite à aller découvrir mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a eu mes aventures en Amérique du Sud, il y a quelques années déjà, mes aventures au Maroc, en Bulgarie, et puis là récemment, Algérie, Tunisie, voilà, tout ça est dans l'onglet playlist de la chaîne YouTube. Et puis si vous appréciez le contenu, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures, comme si vous étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Parce qu'en fait, quand je pars en road trip, qu'est-ce que je fais? J'ai mon téléphone, je fais plein de stories, plein de contenus, plein de photos. Et en fait, ça vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Vous êtes toute la journée avec moi en mode inside. Parce que quand je filme les vidéos, je les poste pas tout de suite. Il faut que je rentre, il faut que je fasse le montage. Alors que là, avec mon téléphone, bim, il y a du contenu supplémentaire. Vous êtes avec moi en mode inside. Vous vivez une aventure supplémentaire en plus du contenu YouTube. Alors, on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. FAQ partie 2. À quand la Tunisie saison 2 nous demande Manoutoun, désolé, j'espère que j'écorche pas le pseudo. Pour être totalement honnête avec toi, et de toute façon c'est le but de cette FAQ, c'est d'être honnête, transparent et puis surtout répondre en toute objectivité. Je n'en ai strictement aucune idée. Le seul avantage, en tout cas ayant un passeport français, c'est que je peux me rendre en Tunisie facilement, je n'ai pas besoin de faire de visa. Je peux pas te donner de date. Je n'en sais rien. Dans un premier temps, j'aimerais bien faire l'Algérie saison 2 en octobre. Qui sait, peut-être après l'Algérie, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si jamais j'obtiens pas mon second visa pour l'Algérie, peut-être que je ferai la Tunisie saison 2. Voilà, je peux pas te dire, mais je sais que quoi qu'il arrive, il y aura une Tunisie saison 2 parce que j'aimerais bien terminer ce que j'ai commencé. Il y a plein d'endroits que j'ai pas visités et que j'aimerais bien visiter. Au même titre qu'on me pose souvent la question sur le Maroc, que j'ai visité déjà 2 fois. On me demande est-ce que tu reviendras une 3e fois au Maroc. C'est pas prévu pour le moment, mais oui, pourquoi pas, pour visiter le nord du Maroc que je connais pas, Chefchaouen, Tanger, etc. Mais concernant la Tunisie, voilà, je peux pas te donner de date pour le moment, mais il y aura une saison 2 quoi qu'il arrive. Ensuite, on a Wael Chatti qui demande la ville que tu as le plus aimé en Tunisie. C'est difficile, chaque endroit est unique à chaque fois. C'est trop dur, au même titre qu'à chaque fois qu'on me demande quel est le pays que tu as le plus aimé, je réponds toujours que chaque endroit est unique, quoi. Chaque pays a quelque chose à apporter, là c'est pareil. Je peux pas donner un endroit plus qu'un autre. Voilà, comme d'habitude, chaque endroit pour moi est unique et chaque nouvelle journée est une nouvelle aventure. Ensuite, on a... Oh là là là, ça c'est... Oh là là, c'est du pseudo compliqué, c'est pas un pseudo, c'est un mot de passe. On a MBDLHMYD96. Oh là là, il manque plus qu'un arrobas et un point d'exclamation, et là on a un mot de passe introuvable. Bonjour et bon retour chez vous. Quels sont vos meilleurs souvenirs de votre voyage en Algérie? Je peux pas en donner un plus qu'un autre. J'ai que des bons souvenirs. Il s'est passé plein de bons trucs positifs. Ça s'est vu dans les vidéos. Chaque journée était une nouvelle aventure. J'ai kiffé chaque journée que j'ai fait. J'ai plein de bons souvenirs, que ce soit avec les gens sur place, que ce soit quand j'ai découvert au début Mostaganem avec Karim, puis Oran, puis Tlemcen. Puis des fois même je rencontrais des gens sur place, des abonnés. J'étais à Tlemcen. Eh Ben, trop cool, on partage un moment sympa. Enfin voilà, j'ai que des bons souvenirs avec les locaux. Donc c'est dur de choisir les meilleurs souvenirs. Voilà. J'ai aimé tout ce que j'ai fait, j'ai plein de bons souvenirs quand j'ai monté le pic des singes, Yemagoraya, pic des singes, la journée au Cap Carbon, la Kabylie avec Ilyes, Zizou, Yanis. On va dire la globalité du voyage en Algérie est un bon souvenir, tout simplement. As-tu aimé la Kabylie, nous demande Sarnesuno, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors c'est vrai que la Kabylie, ça a été une bonne surprise. Comme je dis toujours, dans un pays, il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs cultures. Si vous allez en France, la Bretagne, c'est la Bretagne, l'Alsace, c'est l'Alsace, le Sud-Est, le Sud-Ouest, voilà. Et la Kabylie, c'est pareil. On parle le kabyle, ça parle aussi beaucoup français. Je me souviens quand j'étais dans un bus, j'avais été étonné de voir un monsieur qui lisait son journal en français. Donc je lui dis mais vous lisez pas votre journal en arabe ou en kabyle? Il me dit non, moi je lis mon journal en français.
Ah ouais, ok, intéressant. Et vraiment, on sent que les Kabyles sont très attachés à leur culture. Et ce qui m'a marqué le plus, j'ai bien aimé le village de Tiferdoud. Le plus haut, le plus beau et le plus propre, selon les dires d'un des messieurs du village. J'avais aimé vraiment cette ambiance si particulière, avec les mamas kabyles habillés dans les robes traditionnelles, les yendoura. C'était vraiment authentique, quoi. On sentait que on était en Kabylie, dans un petit village, et ça, j'ai trop kiffé cette expérience. Ensuite, on a Chica23 qui nous dit: penses-tu que tu aurais eu le même accueil en Algérie si tu n'avais pas eu la caméra à la main? Alors ça, c'est une question qui est revenue souvent. Plusieurs personnes qui m'ont dit: ouais, mais si t'avais pas eu la caméra, je suis sûr on t'aurait pas calculé ou quoi que ce soit. Faux! Parce que j'ai l'impression d'être Norman. Faux! Je vais vous partager une anecdote, parce que j'ai eu des moments où je n'étais pas avec la caméra, hein, plus d'une fois. Des fois, le soir, quand je sortais pour aller chercher de la nourriture, les gens ne savaient pas que je faisais des vidéos de voyage sur l'Algérie. Et du coup, j'ai eu plein de moments hors caméra. Mais par exemple, quand je suis arrivé à Constantine, je cherchais un moyen de rejoindre le centre-ville sans forcément prendre un taxi. Donc là, je m'adresse à un monsieur. Et je suis tombé sur le gentil Nordine qui, en fait, m'a expliqué qu'il y avait un tram et il m'a même accompagné au guichet. Il a payé un ticket pour moi et en fait, ma caméra, je l'ai sortie qu'à partir du moment où j'étais dans le tram parce que je voulais prendre des plans. Donc avant ça, il savait même pas que je faisais des vidéos et c'était vraiment par pure gentillesse, par bienveillance. Je dis voilà, je suis touriste français, comment on fait pour rejoindre le centre de Constantine sans prendre un taxi? Donc voilà, et j'ai eu plein d'autres moments comme ça où les gens ne savaient pas que je faisais des vidéos parce que j'avais pas la caméra à la main et ils ont toujours été sympathiques et accueillants autant que quand j'avais la caméra à la main. Et même avant, quand je voyageais sans caméra, à l'époque, quand je faisais pas de vidéos YouTube, eh ben, j'avais toujours un bon rapport avec les locaux. Quoi qu'on en dise, l'avantage de la caméra aussi, c'est que parfois, ça permet de sociabiliser. Quand les plus jeunes me croisent, me disent « Ah, tu fais des vlogs ?» Les plus anciens me disent « Ah, tu fais des reportages ?» Donc voilà, c'est assez fun. Ça permet aussi de créer le contact, la caméra. Moi, personnellement, j'ai pas senti que certaines personnes cherchaient à forcément bien se montrer parce que j'avais la caméra à la main. Ensuite, on a un petit verre d'eau. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie, les FAQ. Hein. On parle beaucoup. Ensuite, on a Athème qui nous dit ce n'est pas une question, mais je pense que tu n'as pas tout vu à Kilibia. Alors ça, je l'ai sélectionné, justement, c'est pas une question, mais j'ai sélectionné cette remarque qui est pertinente parce que c'est vrai que souvent on me dit Ben, t'es là, mais t'as pas tout vu, t'as pas tout fait. Et c'est vrai que comme je dis toujours, on peut pas tout faire, on peut pas tout voir. On essaye d'avoir quand même un aperçu, mais on peut pas tout faire, on peut pas tout voir. Il y a des endroits, il faudrait des années pour les visiter. Bon, alors que Libya, c'est plus petit. Mais là, si je prends l'exemple du Cap Bon en Tunisie, et notamment de Kelibia, moi je me souviens quand je suis arrivé à Kelibia, quand le louage m'a déposé à la gare des louages, il a fallu que je prenne un taxi pour arriver au centre de Kelibia. Alors c'est beaucoup de plages, hein, il n'y a pas un grand centre-ville. Mais ensuite, pour visiter tout le Cap Bon, il aurait fallu que j'ai un véhicule, une voiture ou un scooter, parce que tout faire en taxi, bon, bah, ça demande un certain coût. Mais voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas forcément tout vu à Kelibia, mais au moins j'ai eu un bon aperçu de Kelibia. Et au même titre que parfois dans plusieurs endroits dans le monde, à chaque fois on me dit ouais mais t'es allé là, mais t'as pas tout vu, c'est dommage. On ne peut pas tout faire. Voilà, j'essaye d'en faire un maximum, mais on pourra jamais tout faire. Et puis l'avantage aussi de pas tout faire, c'est que finalement on se réserve des surprises pour de prochains voyages. Ensuite on a Adil qui dit t'as raté les Jeux méditerranéens à Oran, c'était incroyable, je sais, il y en a plein parmi vous qui m'ont tagué sur Insta, Twitter, etc. À ce moment-là, il me semble que j'étais en Tunisie où je venais de rentrer, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais en fait, moi je n'ai pas de nationalité ou de double nationalité franco-algérienne, donc moi en fait pour repartir en Algérie, je suis obligé de faire un visa. Donc à ce moment-là, je pouvais pas en fait aller en Algérie. Parce qu'il aurait fallu que je refasse des démarches de visa. Et même si j'avais voulu y aller à ce moment-là, c'était pas possible parce que il aurait fallu que je prépare le coup à l'avance en fait. Si j'avais fait une demande de visa au début des Jeux méditerranéens, je l'aurais pas eu avant la fin des Jeux quoi. Ensuite, on a Billy Sydney qui nous dit quels sont les points négatifs et positifs que tu as vus en Algérie. Alors, ça peut être un point négatif et en même temps un point positif. Je dirais que j'ai subi pas mal de contrôles de police. C'est vrai que ça peut être embêtant parce que ça prend du temps, mais d'un autre côté c'est aussi positif parce que ça montre la volonté tout simplement de protéger. Souvent les gens, en tout cas les policiers, me disaient c'est pour ta protection. Mais le problème c'est que c'était pas un simple contrôle où on regarde ton passeport, ton visa et on te dit c'est bon, t'es en règle. C'est des contrôles qui prennent plus de temps, c'est des contrôles poussés où ils appellent
le commissariat de la ville où tu es pour voir si tu t'es enregistré, ils vont appeler ton hôtel pour vérifier si l'information que tu dis est vraie, ils vont même des fois appeler des proches sur place, par exemple quand tu te fais des amis sur place comme Karim à Mostaganem, ils pourront appeler Karim et dire c'est vrai, est-ce que vous hébergez bien en ce moment cette personne, etc. Enfin voilà, ça prend du temps et c'est vrai que sur une journée, quand tu perds 45 minutes pour un contrôle, parfois ça peut être un peu embêtant, mais d'un autre côté c'est le jeu du voyageur, c'est comme ça, donc voilà, tu peux pas te plaindre. C'est quelque chose qui peut être un peu embêtant, je dirais. Négatif, non, parce que comme je dis, c'est positif dans un sens, parce que voilà, ils sont là pour faire attention aux touristes, etc. Donc c'est pour la sécurité. Ça c'est les policiers qui me disaient, c'est pour ta sécurité, c'est comme ça. Après je dirais en point négatif, ce qui concerne entre guillemets l'environnement, la pollution, les déchets, c'est vrai que à certains endroits ça m'a un petit peu attristé de voir des déchets, mais j'ai envie de dire, encore une fois, c'est pas spécifique à l'Algérie. La question de l'environnement et des déchets, c'est une préoccupation mondiale. J'ai été aussi au Brésil et ça m'est arrivé d'être sur des super plages. En sortant de la plage à 150 mètres, de voir une benne à ordures avec plein de déchets qui dépassent. Il y en a partout par terre et voilà. Ça m'est arrivé. Quand j'étais en Tunisie, c'était pareil. Là récemment, j'étais en Albanie. Il y a aussi des déchets, des papiers, des plastiques qui traînent, etc. Alors je sais que quand j'étais à Oran, c'était un petit peu différent parce qu'on m'avait expliqué qu'à ce moment-là, il y avait une grève des éboueurs. Voilà. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, la question environnementale et écologique, c'est un problème international quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ça fait de la peine parfois quand tu arrives dans certains beaux endroits et que tu trouves des... Je me souviens. Par exemple, quand j'étais au Pic des Singes, de voir des papiers, des bouteilles, etc. qui traînent parce que des fois, il y a des personnes. Alors attention, je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Ça veut pas dire que tous les Algériens sont comme ça parce qu'il y a quelques personnes qui font ça. Voilà, faut pas mettre toujours tout le monde dans le même panier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que parfois, c'est attristant de trouver des plastiques, des bouteilles et des déchets en tout genre dans des endroits aussi beaux, quoi. Voilà. Et concernant les points positifs, franchement, je le répète encore une fois, je dirais l'accueil des gens. Franchement, c'est incroyable. Cet accueil, vous l'avez vu en vidéo, partout où j'allais, t'es le bienvenu, t'es comme chez toi, attends, je t'invite, attends, je te paye un café, attends. C'était incroyable, quoi. Cet élan de générosité, c'était juste exceptionnel. Et puis, voilà, dans les points positifs, l'Algérie, c'est un grand pays, quoi. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Et puis, surtout, un truc moi que j'ai kiffé à titre personnel, c'est que je me sentais comme un privilégié. Parce que comme c'est un pays qui est peu touristique, et quand j'allais dans certains endroits, j'étais chouchouté. Je me retrouvais en fait le seul touriste dans certains endroits et j'avais vraiment ce sentiment d'être un privilégié, quoi. Voilà. Donc quand j'allais dans certains endroits qui sont touristiques, c'était fréquenté que par des touristes locaux. Ensuite, on a Minel Assouni qui demande: sais-tu quelle partie du Sahara tu vas explorer? Pour le coup, il te faudra un guide. Est-ce que ça va te gêner? Alors, je n'ai strictement fait aucun plan pour l'Algérie saison 2. Je sais pas quelle partie encore du Sahara je vais explorer, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien aller dans des villes comme Kardaya, Timimoun, les portes du Sahara. Après, pour effectivement le Sahara, je suis pas Mycorn, j'y vais pas pour faire le Survivor. Donc forcément, il me faudra un guide, quelqu'un qui connaît le terrain. Est-ce que ça va me gêner? C'est vrai que moi, j'aime bien faire mon aventure en solitaire, mais non, parce que le but, c'est pas d'y aller tout seul et puis de se perdre au milieu des dunes. En plus, forcément, pour aller au milieu des dunes, il faut un véhicule adapté, donc un 4x4. Moi, j'ai pas tout ça, donc forcément, il faudra avec quelqu'un qui connaît le terrain, ça paraît logique. Après, si on est en petit comité, genre 3-4 personnes, moi personnellement, ça me dérange pas, hein. J'ai déjà fait ça dans plein d'autres pays, faire des excursions comme ça en petit comité. C'est plutôt sympa, ça permet de faire des connaissances et puis surtout ça permet d'être avec un pro, un spécialiste qui connaît le terrain. Donc parfois on n'a pas le choix, c'est comme ça. Quand j'avais fait le Acatenango au Guatemala, j'étais avec un petit groupe de voyageurs, avec un guide qui connaissait le terrain, qui connaissait le chemin, comment monter, comment voilà. Et puis on avait des tentes installées au-dessus. Moi j'avais pas de matériel de camping, quoi que ce soit, donc des fois on n'a pas le choix. On est obligé de passer par des professionnels et c'est certainement ce que je ferai. Voilà, donc non, ça me gênera pas parce que de toute façon j'ai pas le choix. Comment trouver des hôtels bon marché, nous demande Apollomab. Alors je l'avais déjà expliqué dans la vidéo du bilan budget, mais je te la fais très rapide, c'est beaucoup pour bouche à oreille, voilà, tout simplement. Mais je te conseille d'aller voir la vidéo bilan budget sur l'Algérie et la Tunisie, je l'explique comment je faisais à chaque fois. Ensuite, on a Keram Chenasoso qui nous dit comment tu finances tes voyages. Alors là, c'est pareil, je te conseille d'aller voir en fait
une FAQ que j'ai tournée il y a quelques temps, qui est dans la barre de description, où j'explique comment je fais, comment j'ai toujours fait pour financer mes voyages, mais c'est vrai que depuis 2022, il y a eu quand même quelques petits changements, hein, je vous le cache pas. Je suis devenu créateur de contenu à temps plein. Donc avant, en fait, comment je faisais, j'ai toujours fait ça dans ma vie, j'ai tout simplement, comme tout le monde, travaillé. Et je travaillais, je mettais de l'argent de côté, donc j'ai fait plein de jobs en tout genre, j'ai bossé dans des grandes surfaces, je faisais les rayons, voilà, je fais plein de trucs, j'ai fait serveur, barman, j'ai fait des déménagements, j'ai bossé en France, j'ai bossé en Australie. En fait, avec l'argent que je gagnais, je bossais beaucoup, hein. Des fois même j'avais jusqu'à 3 jobs. Je me souviens, en Australie, je travaillais le matin dans un café, l'après-midi dans un resto, le soir je travaillais dans des soirées, j'étais promoteur, enfin voilà, je faisais pas mal de trucs. D'ailleurs, les gens qui m'ont connu à cette époque le savent, hein. J'ai vraiment beaucoup bossé. En France, c'était pareil, hein. Ça m'est arrivé des fois de bosser le matin dans un supermarché et puis le soir de bosser en tant que serveur dans un resto. J'ai jamais été un gros dépensier, pour être honnête, hein. Voilà, bah, comme tout le monde, hein, je me faisais plaisir, j'étais jeune, j'avais une console, des jeux vidéo, mais voilà, j'étais pas non plus un fashionista, s'acheter des vêtements tout le temps ou quoi que ce soit. Et en fait, le truc, c'est que bah, l'argent que je gagnais, et ben je le mettais de côté pour pouvoir financer mes voyages. Et puis, comme vous le savez, je voyage d'une manière simple. Le but, c'est pas de voyager en hôtel 5 étoiles. Je faisais des petites auberges, du couchsurfing, dormir chez l'habitant, je voyageais en autostop, je reliais les villes par bus plutôt que de prendre l'avion tout le temps ou quoi que ce soit. Donc je voyageais de manière économique tout simplement. Et puis surtout, j'ai voyagé dans pas mal de pays où le coût de la vie est bien moins cher qu'en France. Donc forcément, quand tu voyages en Thaïlande, au Cambodge, en Colombie, t'as quand même, j'ai envie de dire, plus de moyens que si tu voyageais en France ou aux États-Unis. Mais ça m'a pas empêché de voyager aux États-Unis, hein, mais je l'ai toujours fait aussi de manière simple. J'allais en auberge de jeunesse, couchsurfing, etc., etc. Voilà. Et comme j'ai dit, depuis 2022, je suis devenu créateur de contenu à temps plein. Donc c'est-à-dire que via la monétisation des vidéos, via les petites collabs rémunérées que je peux faire de temps en temps, ou même les dons Tipeee. D'ailleurs, je remercie les tipeurs au passage. Et ben en fait, tout cet argent-là, je le réinvestis dans mes voyages, dans mon matériel, etc. Donc il n'y a pas de secret en fait, hein. En fait, il n'y a jamais eu de secret, hein. Je suis pas issu d'une famille riche, ou voilà, je suis issu d'une famille modeste. J'ai grandi en banlieue, j'ai travaillé comme tout le monde, et voilà. D'ailleurs, tous les autres voyageurs, hein, je suis pas le seul à voyager de cette manière-là. Des voyageurs, quand on voyage, on en rencontre plein, et en fait, c'est pareil pour tout le monde, hein. Dans les auberges de jeunesse, vous verrez, il y a des personnes de tout horizon, et c'est pareil pour tout le monde, hein. On travaille pendant un certain temps, 5 mois, 6 mois, on économise un peu d'argent, et une fois qu'on s'est créé un petit budget, on part explorer la planète, voilà, tout simplement. Et puis bah, quand on n'a plus d'argent, c'est un cycle, on revient, on travaille, et puis on repart, et puis c'est, voilà. J'ai fait ça pendant des années. Et puis j'ai pas honte de dire ce que j'ai fait dans ma vie, ou quoi que ce soit, au contraire, j'en suis fier de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait a toujours été un plus. Alors forcément, il y a des jobs qui m'ont peut-être moins plus que d'autres, mais j'ai envie de dire que dans la vie, toute expérience est bonne à prendre, il n'y a pas de sous-métier, et puis surtout, bah, ça m'a permis de grandir, et de financer mes voyages, donc voilà. Ensuite, on a Biboun qui nous dit « J'attendais le retour expérience hammam ». Alors, j'ai fait un hammam en Tunisie, pour être honnête, rien à voir avec les hammams que j'ai fait en Turquie, d'ailleurs ça s'appelle Turkish Bath en anglais, les bains turcs. Celui que j'ai fait en Tunisie, pour être honnête, c'était pas terrible, voilà, je préfère être franc, ça n'avait rien à voir en termes, je trouve, de structure. Bon, alors c'était un vieux hammam dans la médina de Tunis, mais voilà, je sentais même pas la vapeur en fait. Pareil, en termes de massage, de nettoyage, etc., ça n'a rien à voir avec, par exemple, le hammam que j'avais fait à Istanbul durant la saison 1, etc. Donc attention, j'en ai fait un peut-être qui était pas terrible. J'imagine peut-être qu'en Tunisie, il y a de meilleurs hammams, mais en tout cas, moi, celui que j'ai fait, c'était pendant les 2-3 jours où je me reposais au tout début de l'aventure en Tunisie, et celui que j'ai fait était pas tip-top. Après, bon, c'était pas très très cher pour être franc, mais c'était pas tip-top comparé à ceux que j'ai fait en Turquie, voilà. C'est pas pour dénigrer, mais c'est juste en toute objectivité. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Selon les... Quand je repense à cette vidéo, j'adore. Rima qui dit, selon vous, les points négatifs... Mais le pire dans Jean-Claude Van Damme, c'est que il dit des choses tellement pertinentes, et des fois on se rend compte 15-20 ans plus tard que... En fait, il avait raison sur certains points. Ensuite, on a Rima qui dit « Selon vous, les points négatifs des Algériens, ne me disez pas rien, SVP, personne n'est parfait. » Ça, c'est clair, personne n'est parfait. Je dirais que, en fait, les Algériens, ils ont un peu
le défaut de leur qualité. C'est-à-dire que ils sont peut-être trop protecteurs. C'est-à-dire que quand un Algérien vous apprécie, il vous apprécie vraiment. Et c'est limite s'il va vous tenir la main pour traverser la rue. Ils sont vraiment très très protecteurs, ils vont faire attention à vous, à tout ce qui se passe quand vous êtes là. Et vous avez beau leur dire que vous avez de l'expérience, vous avez voyagé partout dans le monde. J'ai été au Brésil, j'ai été dans des favelas, j'ai traversé des favelas, ou voilà, j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie de voyageur. Mais vous avez beau leur dire ça, mais ça change pas. Ils feront quand même attention à vous et ils sont quand même très très protecteurs. Donc c'est un point négatif, j'ai envie de dire plutôt sympathique. Après le visa, quelles sont les difficultés que tu as affranchies en Algérie? Personnellement, aucune. Et en plus, pour être honnête, j'ai pas eu trop de complications. Ah si, le visa. Je croyais qu'en partant, quand j'étais en France, quand j'avais fait... Non, 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 ok. Je pense que la personne me demande tout simplement, quand j'étais en Algérie, quand j'étais à Alger, que j'essayais de faire une extension de visa... ouais, c'est vrai que là, c'était les 12 travaux d'Astérix. J'étais allé à la wilaya à la préfecture, commissariat, commissariat, ouais, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas eu de difficulté pour être honnête. Franchement, voilà. Peut-être, ah si, le jour où. Mais c'était plus une difficulté physique, hein, voilà. Quand je suis allé au Yemagouraya à pied, qui faisait très chaud, hein, c'était pas facile. Mais alors, par contre, quelle récompense en arrivant en haut! C'était magnifique. Quels ont été les plus beaux paysages qu'il t'a été donné de voir durant ce road trip? Waouh! C'est vrai que j'ai eu un panel de beaux paysages durant ce voyage. Je repense à Oran, dans les hauteurs, à Santa Cruz, une vue comme ça sur toute la baie d'Oran. Je repense à mon passage en scooter sur la fameuse corniche entre Béjaïa et Gigel. Je repense quand j'étais dans les hauteurs de Béjaïa aussi, Pic des Singes, Cap Carbon. Je repense aussi à El Jem. C'était incroyable le site d'El Jem. Mais si on parle en termes de paysage, je repense aussi à Kerkena en Tunisie. Oh là là, les couchers de soleil dans l'eau. J'étais là dans l'eau et coucher de soleil en face, quoi. C'était incroyable. Et tout seul, hein, aussi tout seul. Ça, je pense, c'est vu dans les vidéos, je l'ai montré. J'étais sur des spots tout seul. Incroyable. D'où l'avantage aussi de voyager hors saison, c'est très pratique. Coucou, nous dit Milarici. Si tu as fait appel à des guides, est-ce que tu pourrais donner leur contact s'il te plaît? Je n'ai fait appel à aucun guide durant ce voyage parce que j'aime bien me débrouiller par moi-même. Alors, j'aurais pu faire appel à un guide lorsque j'ai visité Casbah, j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo Alger. Mais d'ailleurs, j'avais rencontré un guide lorsque j'étais à Alger. C'est grâce à lui que j'avais trouvé le premier hôtel à Alger, l'hôtel Nelson. Il m'avait donné sa carte. Alors, je n'ai pas fait appel à ses services, donc je peux pas te dire si c'est un bon guide ou un mauvais guide. En tout cas, il était très sympathique. Je sais qu'il parlait plusieurs langues, le français, l'anglais, le russe, etc. J'afficherai sa carte quelque part au-dessus. Peut-être que depuis mon passage en Algérie, certains ont fait appel à ses services. Si vous pouvez nous partager ça dans les commentaires, ce serait sympa. Mais voilà, sinon non, j'ai fait appel à aucun guide. Pareil, à Kerkena en Tunisie, j'aurais pu faire une balade à vélo avec un guide et j'ai préféré la faire tout seul. Voilà, j'ai juste loué le vélo tout simplement, mais j'ai pas pris le guide en fait, je voulais faire ça tranquille, mon petit road trip tout seul. Ensuite on a Delphine qui me demande, est-ce que tu as vu des inégalités hommes-femmes en Algérie? Dans tes vidéos il n'y a pas trop de femmes. Alors moi j'ai pas vu d'inégalité pour être honnête, dans le sens où j'ai vu des femmes conduire, j'ai vu des femmes aller faire leurs courses librement, j'ai vu des femmes marcher dans la rue toutes seules librement. Donc dans ce sens là j'ai pas vu d'inégalité. Par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très masculins. Je me souviens quand j'étais à Mostaganem, on a été dans des cafés avec Karim. J'avais dit mais pourquoi dans ce type de café il n'y a que des hommes? Et il m'avait dit qu'en fait c'était comme ça. Tout simplement, quand on vient dans ce type de café, on vient entre copains, entre collègues. Mais il y avait quand même des filles. Mais les filles, elles se mélangeaient pas, elles étaient dans un côté à part, tranquille, voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu, entre guillemets, comme en France, quand tu vas dans un bar, ça reste un endroit très masculin. Tu vois, il y a peu de femmes des fois dans des bars. Je parle vraiment, tu sais, dans des bars vraiment de quartier. Voilà. Au même titre que moi, ça m'est arrivé des fois d'aller voir des matchs de foot, parce que j'ai pas le câble. À l'époque, j'allais dans des kebabs. C'était les seuls qui avaient les Bein Sport et compagnie.
Et donc du coup, bah il y avait que des mecs, voilà, c'est pareil quoi. Mais sinon, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas vu d'inégalité, mais il y a certains endroits où c'est vrai que ça se mélange pas trop. Mais je suis allé dans des endroits à Alger où j'étais dans des restos, il y avait des groupes des filles, il y avait des... Voilà, je me souviens, un soir après le match, on était parti dans un resto avec un abonné, après le match de foot que j'avais assisté à Alger, et on était dans un resto, il y avait des groupes de filles, il y avait des couples, il y avait de tout quoi. Mais voilà, quand je suis arrivé en Kabylie, pareil, j'ai vu des femmes se balader en jupe, toutes seules. Donc moi, personnellement, j'ai pas repéré, entre guillemets, d'inégalité. Après, peut-être qu'il y a aussi des questions culturelles ou religieuses qui font que bah, il y a certains endroits, peut-être voilà, on se mélange pas. Après, je serais peut-être pas la meilleure personne pour y répondre. Je pense que le mieux, c'est que quelqu'un nous réponde dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas vu d'inégalité. J'ai vu des femmes prendre des taxis toutes seules. Voilà, j'ai pas vu des femmes se faire recaler d'un taxi parce que c'était des femmes, quoi, par exemple. Ou se faire recaler d'un café parce que c'était des femmes. Ensuite, on a Soumaya qui me pose une question qui m'a été beaucoup posée. Est-ce que je me suis senti safe là-bas, donc c'est-à-dire en sécurité, et est-ce que je recommande pour une fille en solo? D'ailleurs, il y avait Amlissage qui m'a posé une question similaire. Est-ce qu'une femme seule peut-elle faire les mêmes road trips que toi? Voilà, ça c'est une question qui est revenue souvent. Est-ce qu'une femme seule peut refaire la même chose que moi? Je dirais oui. Pour la simple et bonne raison que ça fait 10 ans que je voyage partout dans le monde et que j'ai vu des voyageuses voyager de la même manière que moi partout dans le monde. Je me souviens notamment lorsque j'étais au Pérou en 2015, j'avais rencontré une voyageuse taïwanaise qui avait visité le monde en stop, elle avait fait l'Afrique en stop, enfin, vraiment c'était impressionnant. Bah là récemment quand j'étais en Tunisie, mes premiers jours à Tunis, j'étais dans une auberge et j'étais avec une voyageuse espagnole, une voyageuse australienne, donc oui, une fille peut refaire voilà, les mêmes voyages que je fais. Après, il faut savoir que chaque pays a une culture différente. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans certains pays et que tu pourras faire peut-être dans d'autres pays. Un truc tout bête. En Algérie, ce sera mal vu à mon avis d'aller sur une plage populaire en bikini brésilien, tu vois. Alors qu'au Brésil, il n'y a pas de problème parce que c'est dans la culture du Brésil. La plupart des filles sont en bikini à la plage, un bikini brésilien, et voilà. Mais il y a certains codes de conduite à respecter tout simplement en fonction des pays, en fonction des cultures de chacun. Mais à partir du moment où tu respectes la culture du pays et tu fais aussi attention à toi, le but c'est de ne pas tomber dans la paranoïa, je pense que pour moi, il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, il y a certaines personnes, certaines filles qui voyagent en solitaire. Ben, ce serait cool de nous mettre vos retours d'expérience en commentaire. Je suis sûr que ça aiderait beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas, vraiment les commentaires c'est fait pour ça. Ensuite on a Firas qui me demande en Tunisie ton meilleur plat dégusté. Alors c'est très compliqué de répondre à cette question parce que j'ai aimé tout ce que j'ai dégusté, mais j'ai pas l'impression d'avoir tout testé au niveau de la gastronomie tunisienne. Alors j'ai goûté la mloukhia, j'ai goûté le couscous au poisson, j'ai goûté le leblebi. Au niveau de la street food, j'ai goûté tous les sandwichs possibles et inimaginables. Les Tunisiens, franchement, c'est les rois des sandwichs. J'ai jamais vu autant de sandwichs dans un pays. Casse-croûte, fricassé, kefteji, chapati. Bref. Je dirais pas le meilleur, je dirais le plus original. Je pense que ça a été le couscous au poulpe à Kerkena. Franchement, je savais même pas qu'on faisait du couscous au poulpe, quoi. C'est voilà. Donc et le monument phare, oh bah El Jem. Bon après j'ai pas tout visité hein, mais franchement El Jem c'était impressionnant. Ensuite on a Mathilde qui me demande est-ce que j'ai eu des problèmes digestifs du fait de manger des choses de rue? Non, aucun problème, sincèrement. Alors c'était une question qui m'avait été posée dans une précédente FAQ. Je te conseille d'aller la voir, mais je suis déjà tombé malade en voyage. Mais rien ne prouvait que c'était dû à la street food. Ça pouvait être des microbes dans l'air, mais rien ne prouvait que c'était dû à la street food. Une question qui est revenue souvent aussi, comment je fais pour garder la ligne avec tout ce que j'ai mangé comme street food et pas très healthy? Alors, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir quand je rentre en France, j'ai une bonne routine dans le sens où je fais du sport régulièrement, je vais souvent à la salle, etc. Et puis, j'ai aussi une nourriture différente dans le sens où je mange assez équilibré matin, midi et soir. Alors, comme tout le monde, hein, je me fais des plaisirs, hein, je kiffe aller manger des burgers, des pizzas, etc. Mais je mange pas de la junk food tous les jours.
Je mange pas des pizzas, des frites et des burgers tous les jours. Aussi, j'ai changé ma manière de consommer, c'est-à-dire que ça fait des années que j'ai arrêté de boire du café sans sucre, du thé sans sucre. D'ailleurs, c'était très difficile pour moi quand j'étais au Maghreb de trouver du thé sans sucre. J'adore le thé à la menthe, mais impossible, parce que comme il est préparé d'avance, il y a déjà du sucre en fait. Et donc c'est dommage, j'ai bu très peu de thé finalement, parce que en fait, à chaque fois que je demandais un verre de thé, il y avait déjà du sucre. À l'inverse, par exemple, du thé en Turquie, le thé est préparé mais sans sucre, on vous donne le sucre à côté. Quand je suis en France, voilà, j'ai une routine de vie qui est différente, et quand je suis en voyage aussi, je marche beaucoup, entre 10 et 20 km par jour, et j'essaye de déguster les plats les plus lourds, les plus gras, le midi en général, parce que je sais qu'ensuite je vais bien marcher. Donc c'est comme ça que je fais, et puis surtout, les plats qui sont trop gras en général, je les teste une fois ou deux, et après j'arrête, style les beignets, etc. Je vais en manger une fois pour goûter, voilà. Et après j'évite de manger ça tous les jours durant mon voyage par exemple. Alors attention, hein, j'ai quand même un petit bidou, hein, j'ai pas non plus les tablettes de chocolat, mais j'essaye de faire attention parce que c'est vrai qu'en voyage j'ai tellement de trucs, voilà, qu'on peut tomber dans le piège de vouloir tout manger tout le temps et finalement de prendre du poids. Quand je peux faire tous les trucs à pied au maximum, j'essaye, ça me fait de la marche, ça me fait des calories en moins. Si je peux prendre des escaliers, pareil, voilà. Je me dis tout est bon à prendre. Ensuite, il y a Dina Sami qui me demande: penses-tu sincèrement que l'Algérie peut devenir une destination touristique et quels aménagements? Pour la première partie de la question, oui. Franchement, l'Algérie a un potentiel énorme pour devenir un pays touristique. On a vu les côtes méditerranéennes, les montagnes, le Sahara, etc., etc. Culturellement parlant aussi, c'est un beau pays. Quels aménagements? Ça, je pourrais pas te répondre pour la simple et bonne raison que je pense que ça relève pas de moi, mais plutôt du ministère du Tourisme. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back.